Alors, bonjour tout le monde. C'est vraiment très spécial parce que je parle à une salle, mais je ne la vois pas. Habituellement, je me retrouve devant des groupes et tout ça, mais vous savez tous que depuis quelques mois, on vit quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, vous voyez plus cela comme une rencontre que comme une conférence. On va regarder ensemble quel pourrait être notre sentier là, pour évoluer. On va voir aussi qu'est-ce que ça peut être un coach agile, si on gère bien notre ego, on va parler d'ego. On va parler de connexion, de bienveillance aussi et d'empathie. J'aimerais d'abord vous rassurer parce que lorsque j'ai présenté la première fois cette petite conférence-là à des copains qui voulaient, parce que je voulais avoir un certain feedback, après 10-15 minutes, ils m'ont dit: Ah, Michael, mais est-ce que tu as déjà terminé? Non, parce qu'en fait, dans 10 minutes environ, je vais refaire un résumé de la première partie. Donc, les trois sections que nous allons voir. Il va y avoir un petit résumé après chacune des sections. Donc, ne vous inquiétez pas si dans 10 minutes, vous avez l'impression qu'on a terminé. Décollons. Premièrement, une notion vraiment importante que je veux amener, c'est à chacun son chemin. C'est-à-dire que ce qu'on va voir aujourd'hui, vous allez devoir le réadapter pour vous, vraiment à 100 %. Je suis quelqu'un qui adore le plein air, je me promène en pleine nature, je vis actuellement en pleine nature. Et puis, quand je fais de la randonnée, je préfère faire de la randonnée hors sentier. Ce genre de randonnée-là me permet vraiment de vivre l'agilité. C'est-à-dire qu'à chaque instant, je dois prendre une nouvelle décision, je dois explorer autre chose. J'arrive derrière un caillou, une roche, ou bien je me demande où est-ce que je suis rendu exactement. Là, je fais une petite évaluation et je progresse différemment. Ça me concentre aussi beaucoup, beaucoup sur le moment présent. Vous avez tous entendu parler là, des nouvelles méthodes de méditation, là, pleine conscience et ces choses-là. Mais lorsqu'on fait de la randonnée et surtout lorsqu'on est hors sentier, on n'a pas le choix de vraiment bien regarder devant nous et de s'adapter constamment. Le lien avec l'agilité se fait automatiquement. Je vais parler un petit peu de moi pour que vous compreniez un petit peu là, où est-ce que je me situe. J'ai commencé à jouer au water polo, j'avais l'âge de 14 ans. À 18 ans, je suis devenu coach. J'ai continué à coacher pendant de nombreuses années et aller jusqu'au 13 mars dernier, je jouais encore au water polo. Ces temps-ci, on ne joue pas, vous comprendrez pourquoi. Ce qui est intéressant avec le water polo, c'est que dans les sports collectifs, on doit tout le temps s'adapter à chaque seconde. On doit tout le temps être à l'affût de ce qui va se passer. Entre chaque période, on a un coach qui vient nous dire, bon, ce qu'on vient de vivre actuellement dans la dernière période, on va faire un retour là-dessus, un peu comme une rétrospective, et on va regarder ça ensemble pour établir notre stratégie pour notre prochaine période ou pour notre prochain sprint. Donc, le lien se fait très facilement. Normalement, on remercie à la fin, mais j'aimerais bien commencer au début par un merci. D'abord, merci beaucoup à vous d'être là aujourd'hui. Merci aussi aux équipes qui m'accueillent. Présentement, chez Optel, je suis le coach, en fait, je dirais, une douzaine d'équipes. Et puis, à l'intérieur de chacune des équipes, on a des facilitateurs agiles. On dit facilitateurs agiles parce que chez Optel, certaines équipes font du Scrum, du Kanban, ou d'autres méthodes ou d'autres approches. Donc, les gens qui sont dans chacune des équipes, on les appelle les facilitateurs agiles. Et ces équipes-là qui m'accueillent, je leur dois vraiment beaucoup. Je leur dis merci parce qu'elles m'aident énormément à grandir. Aussi, tous les guides que j'ai eus dans ma carrière. On se retrouve ensemble ici lors de ce congrès. Alentour de nous, il y a plein de personnes extraordinaires avec qui on peut parler, des gens qu'on peut écouter. Dans toute ma carrière, j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont guidé pendant tout ce temps-là. Je leur dis merci. Ceux aussi qui me donnent la reconnaissance lorsque je fais mes interventions lors de mon travail. On entend beaucoup, beaucoup parler que c'est important la reconnaissance dans notre travail. C'est ce qui fait des bonnes équipes, c'est ce qui fait aussi des bonnes organisations. Cependant, lorsqu'on voit la reconnaissance, lorsqu'on s'en fait donner, n'oublions pas de remercier aussi. Merci à l'Agile Tour de venir vous rencontrer. Ça me fait grand, grand plaisir. Et aussi, merci aux commentateurs
entre autres les commentateurs de ma présentation d'aujourd'hui, et aussi à chaque fois que je fais des interventions dans mon travail, les gens qui viennent commenter mon travail. Je les remercie. Qu'est-ce qu'un coach agile? Vous allez voir, pendant la présentation, on va se poser des questions, beaucoup de questions. Les réponses, c'est vous qui allez les trouver par vous-même. Est-ce que, justement, un coach agile, c'est celui qui pose des questions, qui vont faire évoluer les personnes, les équipes et les organisations? Pendant la présentation aujourd'hui, je vous demanderai d'organiser votre écoute sous 3 dimensions toujours. À chaque fois que je vais amener un concept, regardez-le pour les personnes qui vous entourent ou les personnes que vous côtoyez, pour les équipes qui vous entourent et pour les équipes que vous côtoyez, mais aussi pour les organisations. L'organisation dans laquelle vous travaillez et dans laquelle vous évoluez aussi. Quelle est votre philosophie comme coach agile? Encore là, en interaction avec les personnes ou avec les équipes, ou même en interaction avec votre organisation. Y a-t-il des parties dans votre travail qui devraient être améliorées? Donc, on applique l'agilité à soi-même comme coach pour s'auto-améliorer et apprendre sans arrêt. Est-ce qu'on peut aider aussi les leaders qui sont alentour de nous, qui ont une approche où est-ce qu'ils vont tout le temps dire quoi faire ou même imposer leur vue pour les amener à poser des questions plus tôt? Dans ma présentation, et cette présentation-là va être disponible, vous allez y avoir accès. Régulièrement, il y a des petits liens comme ça avec des vidéos. Donc, vous pourrez, par la suite, retourner à la présentation et voir ces vidéos-là. Je viens d'en parler, vos forces. On doit retourner cette question-là sur soi-même. Est-ce que votre force, c'est les personnes, les équipes et les organisations? Je vais parler de moi. Moi, c'est très clair qu'ayant été coach sportif pendant pratiquement toute ma vie, c'est les équipes. Ma grande force et là où j'excelle, là où j'ai beaucoup de plaisir, je devrais dire, c'est avec les équipes. Vient ensuite les personnes. J'aime interagir avec les personnes et lorsque les personnes viennent me rencontrer, j'aime beaucoup leur poser des questions qui vont leur permettre d'avancer, de progresser. Finalement, si je reviens à moi, c'est les organisations. Donc, j'ai fait ce petit cheminement-là de mon côté, puis comme coach, je vous invite à le faire aussi. Êtes-vous plus un expert lean en DevOps, en management ou en ressources humaines? J'ai inclus ici management et ressources humaines parce que dans l'auditoire actuellement, je ne vous vois pas, je ne ferai pas de petits sondages. Cependant, je m'attends à ce qu'il y ait différentes personnes, c'est-à-dire un coach agile, ça peut être un leader d'équipe, ça peut être un gestionnaire aussi dans une organisation, ça peut même être un VP, ça peut être un consultant en agilité, ça peut être un consultant lean qui arrive là, dans une organisation. Toute cette notion de coach agile peut s'appliquer à beaucoup, beaucoup de monde ici. Une des choses extrêmement importantes, et je vous dirais que je l'ai appris à la dure aussi, là, il faut vraiment avoir la permission. Il y a quelques années, il m'est arrivé d'avoir des équipes qui me refusaient complètement ou qui refusaient de mes collègues. Ce qu'ils disaient en gros, c'est ben, nous, l'agilité, on connaît ça, on fonctionne bien, on avance bien tout seul, on n'a absolument pas besoin de vous autres. Et effectivement, on ne peut pas rien faire avec soit des personnes, des équipes ou des organisations qui ne nous donnent pas la permission de travailler. Encore là, c'est un lien qui mène vers un texte. Et dans ce texte, c'est écrit que finalement, c'est de la violence si on essaie de forcer du coaching. On ne peut jamais le forcer. Donc, essayez vraiment de bien établir votre statut quand vous allez entrer en interaction, soit avec les personnes, les équipes ou les organisations. Est-ce que dans une organisation, vous êtes un consultant ou un membre de l'organisation? Personnellement, j'ai choisi d'aller chez Optel comme membre de l'organisation et de faire partie de la famille. Pour moi, en tout cas, selon mes talents et ce que j'aime, c'était ma meilleure façon de travailler et ma meilleure façon de fonctionner. J'ai déjà dans le passé travaillé comme consultant pour certaines organisations. J'ai trouvé ça un peu plus difficile. Donc, quand je vous disais, il faut faire notre propre introspective et aller chercher où sont nos forces et ce que l'on préfère et ensuite choisir vraiment
de la position qui va nous permettre de continuer à évoluer. Je vous recommande de vous poser ce genre de questions-là aussi. Avec les équipes avec lesquelles on a eu de la difficulté, on s'est dit on devrait établir une sorte de code d'éthique ou de règlement pour expliquer à ces équipes ou même à ces personnes, c'est quoi le travail d'un coach agile. Donc, on a vraiment écrit un code d'éthique complet et puis c'est exactement ce code d'éthique-là qui est là. Là. Je viens de le débouler au complet. On ne lira pas chacune des phrases inutilement, mais j'aimerais vous rappeler l'importance de ça. C'est-à-dire qu'il faut un peu, puis là, je fais mon analogie avec mes parties de water polo, il y a des règlements. On ne peut pas faire n'importe quoi. Okay. Donc, ce qui nous amène à dire, ben, on va établir notre terrain de jeu, on va établir les règlements pour avoir une relation très claire avec les individus, avec les équipes et avec les organisations aussi. Ça va nous faciliter énormément la vie. Donc, ce petit contrat-là, évidemment, comme on a une mentalité agile, moi et les coachs qui m'entouraient, on le fait en équipe, avec nos équipes. C'est-à-dire qu'on a soumis un premier brouillon, ils sont intervenus. Après ça, on a retravaillé. Ils nous disaient ouais, mais vous faites ça aussi, ou vous faites attention à telle chose. Ah, il y a telle affaire. Donc, on a ajusté ce cadre-là. On a réalisé assez rapidement aussi qu'il fallait établir les règlements du côté de l'équipe, qu'on peut transposer aussi du côté des personnes ou même des organisations. Donc, encore là, j'ai quelques items. Je vais vous laisser la chance de les lire un peu plus tard. Mais une qui est drôlement importante, c'est que les coachs peuvent se présenter dans toutes les activités d'équipe, sauf si l'équipe demande un peu plus d'intimité pour certaines rétrospectives. Puis je vous dirais que ça m'est arrivé encore cette semaine, en tout début de semaine. Okay? En fait, le vendredi dernier, une de mes équipes avait une rétrospective et j'ai demandé la permission. Est-ce que je peux me présenter à votre rétrospective? Puis le facilitateur agile à l'intérieur de l'équipe, il a dit oh, je ne suis pas certain. Compte tenu de ce qui se passe actuellement dans l'équipe, je vais vérifier avec l'équipe. Puis l'équipe m'est revenue avec on préfère que Michael, tu ne sois pas là. Et comme ça faisait partie des règlements que j'avais déjà établis avec eux, tout le monde était très confortable. Eux, très confortable de me dire on préfère que tu ne sois pas là. Et moi, très confortable de me faire dire bien, on préfère garder cette petite rencontre-là beaucoup plus intime au niveau de la rétrospective. Autre notion importante. Lorsque j'arrive dans certaines organisations, on me dit ouais, mais là, des équipes auto-organisées, est-ce que ça peut faire n'importe quoi? Rapidement, j'établis un cadre de référence. Puis le petit dessin qui est là, bien, chez Optel, lorsqu'on travaillait dans les bureaux, là, on fait du télétravail, mais lorsqu'on travaillait dans les bureaux, dans nos salles, on peut dessiner sur les murs. Donc, régulièrement, je m'amusais à faire un grand cercle avec des petits bonhommes sourires pour représenter l'équipe. Mais toujours ensuite, je dessinais 3 flèches par-dessus ça pour expliquer que les équipes s'auto-organisent, cependant, il faut les diriger. La flèche or, c'est toute la direction produit, c'est-à-dire toute la notion de product owner, la notion de product manager. Nous, on a des techno-leaders aussi qui établissent comment vont s'aligner les produits, comment est-ce qu'ils vont évoluer dans le temps. Toute cette notion-là, donc c'est ma flèche or, c'est la direction qu'on doit donner à l'équipe pour dire vers où on doit faire évoluer nos produits. Flèche rouge, extrêmement importante. Pendant toute ma carrière, j'ai été dans des équipes de développement logiciel. J'ai été moi-même développeur logiciel, du côté beaucoup de l'architecture aussi. La flèche rouge, c'est l'architecture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas développer des produits qui vont être pérennes et qui vont avoir moindrement de l'allure si on n'a pas une direction au niveau de l'architecture. Et dans les organisations, il faut vraiment qu'on dirige toutes nos équipes pour avoir une direction globale. Okay? Plusieurs autres conférenciers vous ont déjà répété ça assez souvent. La dernière, mais non la moindre, la flèche bleue, c'est la flèche où est-ce qu'on va parler de gestion, on va parler de RH. Donc, tous les aspects organisationnels. C'est-à-dire que dans les organisations où j'ai travaillé, ce n'était pas l'équipe qui décidait des salaires, qui décidait des vacances ou des contrats ou de comment c'était organisé. Je sais que certaines petites organisations font ce genre d'approche,
Mais dans la majorité des organisations, on a aussi une flèche bleue qui donne une direction pour les notions de gestion. Donc, c'est très clair que les équipes peuvent être auto-organisées, mais pas autodirigées. Je vais maintenant faire le parallèle avec le coach. Vous, comme coach, êtes-vous auto-organisé? Je vous le souhaite. Cependant, vous ne pourrez jamais être autodirigé. Ou si vous l'essayez, vous allez rapidement frapper un nœud. Parce que vous comme coach, vous ne pourrez jamais imposer une direction produit. Non plus imposer une direction d'architecture. Vous pouvez aider les architectes dans leur choix, les aider à s'organiser, les aider à évoluer. Cependant, ce n'est pas vous qui avez le mandat de diriger l'architecture. Même chose du côté de l'organisation. Vous devez rapidement apprendre quelle est la direction que l'organisation va donner et vous intégrer dans cette direction-là. On va aller un peu plus loin. Les gens viennent me rencontrer des fois, ou même des équipes, puis ils me disent, « Ah, Michael, on a une décision importante. On aimerait ça que tu nous aides. » Un des conseils que je donne très souvent, c'est, est-ce que ça presse de prendre la décision? J'ai appris ça il y a quelques temps, quelques années, puis je l'ai redécouvert dans différents livres. Par exemple, un livre sur la psychologie positive en environnement professionnel, où est-ce que j'ai sorti une petite citation aussi qui dit que d'accepter l'incertitude, c'est ce qui nous permet d'avancer, puis que le futur, de toute façon, est incertain. On reconnaît la base de l'agilité. Puis pourtant, on est dans un livre de psychologie. Une référence aussi que vous pourrez cliquer, c'est un texte sur les options réelles que j'ai extrait et aussi une présentation de M. Roder et de Mme Wifbrock, OK, qui disent attendez tout le temps un petit peu ou attendez finalement le moment le plus tard possible, sans prendre des risques épouvantables avant de prendre vos décisions. Ça, c'est quelque chose qu'on peut appliquer à soi, mais aussi appliquer lorsqu'on va aider les gens. Allons un peu plus loin. J'ai découvert aussi, il y a quelques années, une notion importante, c'est-à-dire qu'on dit souvent, lorsqu'on coach ou lorsqu'on aide une équipe ou lorsqu'on aide une personne ou une organisation, il faut arrêter de donner des conseils puis de dire, ah, la vérité, c'est ça, mais plutôt poser des questions. Oui, mais quelles questions qu'on peut poser? Ce qui est intéressant, c'est que le petit livre à droite, il y a une version en anglais et aussi, j'ai finalement trouvé une version en français. Ce petit livre-là va nous amener des questions ou en fait un ensemble de questions qui pourraient nous dire, bah, ça pourrait être le fun. Cette question essentielle qu'on va retrouver, des questions de démarrage quand on commence. Les 3 P, je l'ai toujours en tête. Lorsque, par exemple, je suis en rencontre avec une personne et puis qu'il y a un long silence, je vais laisser vivre le long silence quand même. Parce qu'il peut arriver que la personne amène d'autres matériels, mais si elle n'en amène pas et que c'est à mon tour, mais là, je peux l'amener sur des sujets, les 3 P. C'est soit on va parler des personnes. Est-ce qu'avec les personnes alentour de toi, tout va bien, ça évolue comme il faut? Ou bien veux-tu me parler du projet dans lequel tu es impliqué? Ou même des façons de faire. Okay. La question est quoi d'autre? Extrêmement importante. C'est-à-dire, lorsque les gens nous répondent, il faut évidemment écouter. Donc, d'abord l'écoute. Puis très souvent, une personne va nous expliquer quelque chose et ensuite, on va bien saisir, on prend quelques secondes pour le saisir et pendant ces secondes de silence. Puis là, c'est intéressant parce que la personne peut enchaîner et ajouter d'autres matériels si elle le désire. Mais si elle n'en ajoute pas, tout simplement, on dit et quoi d'autre? Donc, on la relance déjà sur. Puis on peut faire des et quoi d'autre assez souvent. Mais à un moment donné, il faut aussi aller un peu plus loin. Donc, les questions de focus au niveau du défi. Une question de fond qui peut revenir assez souvent. Pourquoi vraiment tu viens me consulter ou qu'est-ce que tu recherches vraiment? Des questions faciles comme comment puis-je t'aider? Des questions plus stratégiques au niveau des aspirations. Bien définir aussi avec la personne le terrain de jeu, lui dire. Puis d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure lorsque je parlais de notre rôle comme coach agile. On définit notre terrain de jeu. Donc, on se pose cette question-là soi-même. Ça va être quoi notre terrain de jeu? C'est quoi qui va faire notre succès? Et puis, au niveau des compétences, qu'est-ce que tu devrais développer?
quel système de gestion aussi tu vas pouvoir travailler. Et finalement, à la fin de la rencontre, c'est quoi qui a été le plus utile pour toi pendant notre rencontre? Donc, petit résumé, ce qu'on vient de voir, et là, inquiétez-vous pas, la conférence n'est pas terminée. J'ai d'abord regardé à chacun son chemin, c'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, les questions qu'on se pose, chacun, vous devez vous les poser. C'est vous qui allez développer votre propre chemin. Connaissez-vous vos forces, vos faiblesses? Mais je parle surtout de forces sur lesquelles on va pouvoir construire. Avez-vous la permission de coacher? C'est quoi votre statut? C'est quoi votre carré de sable? Au niveau du code d'éthique, avez-vous déjà bien établi les règlements d'interaction avec les personnes, les équipes ou même avec l'organisation? Est-ce que vous êtes une personne auto-organisée ou autodirigée? Est-ce que vous recommandez trop rapidement une décision? Est-ce que vous proposez des réponses? Posez-vous ce genre de questions, ça vaut la peine. Première section terminée. Prêt à aller dans la deuxième section? Là, c'est vraiment amusant parce qu'en fait, devant moi, j'ai un paysage magnifique, autant que ce que je peux voir là, dans le fond de mes slides, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, je vois les arbres et tout ça. Puis, je pose des questions à la salle que j'essaie d'imaginer dans ce paysage-là. Donc, je vis un beau moment présentement. On va regarder maintenant l'ego. Un petit texte ici, donc vous voyez le changement de couleur et le souligné. Vous pourrez le consulter un peu plus tard. Si on démontre à l'équipe qu'on apprend avec eux, ça nous rapproche énormément. Cessez d'être tout le temps dans la posture de « Ah, je vous apprends quelque chose, je vous amène quelque chose ». Mais essayons d'écouter les gens alentour de nous et aussi, n'ayons pas peur de leur dire « Ah ouais, mais tu sais, avec telle chose, ou même ça peut être au niveau d'un outil que vous utilisez, de dire « Ah oui, mais tel outil, est-ce que tu pourrais me l'expliquer, est-ce que tu pourrais me l'amener? » Ça va établir une relation qui est beaucoup plus puissante. Au niveau de l'ego, il faut faire bien attention parce que, comme c'est écrit dans le bas à droite, notre ego nous envoie des données corrompues. Puis notre ego peut nous jouer de méchants tours. C'est-à-dire qu'on ne réussira pas à faire ce que je vous encourage depuis le début de la présentation, une bonne introspection. Donc, c'est toujours utile d'avoir une autre personne alentour de nous qui va être capable de nous dire « Hey, fais attention, là, ton ego, lors de la dernière rencontre, tu as pris beaucoup de place et j'ai eu l'impression que tu mettais de l'avant ton ego. Tu n'étais pas au service de ton équipe. » Donc, d'avoir un collègue ou quelqu'un autour de nous qui vient nous rappeler ça, ça peut être drôlement pratique. Avec le temps aussi, j'ai retrouvé un paquet de questions qui vont nous permettre de faire un diagnostic de notre ego. J'en présente plusieurs. Je vais simplement commenter celle qui est un petit peu plus foncée. Est-ce que lorsque vous faites une rencontre, votre priorité, c'est de réussir votre plan et non pas d'être orienté pour ce qui est bon pour votre équipe? Tout à l'heure, juste avant ma présentation, je me demandais, est-ce que je suis nerveux? Est-ce que je suis stressé? Finalement, est-ce que j'ai peur? Puis là, ça, c'est mon ego qui me dit, Michael, peut-être que tu vas te planter devant j'allais dire des centaines de personnes. Je ne sais pas combien vous êtes, mettons, de beaucoup de monde. Est-ce que tu vas te planter? Ça, c'est mon ego là, qui amène ces peurs-là. Mais finalement, en le retournant sur, bon, est-ce que je peux leur apporter quelque chose? Est-ce que je peux leur être utile? L'énergie se transforme complètement. Puis je vous dirais bien franchement que je me sentais au tout début, tout à l'heure, exactement comme quand je suis dans la piscine avec les gens de mon équipe, juste avant le début d'un match et que moi et mon équipe, on regarde l'arbitre qui va donner son coup de sifflet. Il y a une intensité, il y a une énergie absolument géniale qui nous dit « Wow, là, on s'en va, puis on saute dans l'eau, puis on va jouer ensemble. » Donc, j'étais un peu plus dans cette énergie-là avant la rencontre d'aujourd'hui. Posez-vous donc la question, si avant une rencontre ou avant quelque chose d'important que vous avez à faire, vous êtes très, très stressé, que vous avez vraiment peur, est-ce que c'est votre ego qui est en train de vous jouer un tour? Et une des bonnes façons de le gérer, c'est de retourner ça en allant rendre un service plutôt. Est-ce que vous ne demandez pas d'avis à personne? Ou bien, si on vous en donne, vous ne les écoutez pas? Ou si vous les écoutez, bien à ce moment-là, vous n'apprenez pas avec ça. Donc, toute cette notion-là
d'écouter les autres et de demander des avis, OK? C'est vraiment une notion importante qui va nous permettre d'asseoir notre ego tranquillement. Finalement, est-ce que vous croyez que vous méritez quelque chose ou pas? J'ai vu des gens dans des organisations qui disaient, puis même ça m'est arrivé aussi un peu plus jeune de me dire, ouais, mais moi, il me semble que je mériterais une augmentation de salaire, il me semble que je mériterais une promotion. Comment ça qu'ils ne voient pas ça? Et ça, c'est vraiment notre ego qui parle à ce moment-là, plutôt que la personne qui devrait être au service de son organisation ou qui devrait être au service des équipes ou des individus. Vous êtes dans une rencontre avec une équipe et ça se passe très mal. Et puis, vous sortez de là, puis vous vous dites, je ne mérite vraiment pas ça. Ce n'est pas du tout agréable. Je me rappelle à un moment donné, j'étais en consultation, puis ça remonte à peut-être 4-5 ans. Je me retrouve dans un corridor à croiser un autre consultant que je qualifierais de viking, vous allez comprendre tout de suite. Alors, sa façon de m'aborder, ça a été de me démolir avec des répliques sur des choses que j'aurais prétendument fait mal, mais il y avait 4-5 personnes alentour dans le corridor. Donc, j'ai été très zen et très tai chi, je n'ai pas répliqué, mais lorsque je retournais chez moi tout seul, je me disais, je ne mérite vraiment pas ça de me faire démolir devant tout le monde. Puis là, j'ai réalisé que c'était mon ego qui parlait, beaucoup plus. D'autres questions qu'on pourrait se poser. Donc, on revient à l'intention, j'en parlais tout à l'heure. Donc, professionnellement, c'est quoi l'intention quand je pose un geste, quand je fais une intervention? Est-ce que je génère de la valeur? Pour qui je la génère? Si je génère de la valeur pour moi, en pensant que si je réussis bien cette présentation-là à l'équipe de direction, à ce moment-là, ils vont continuer mon contrat, puis je vais pouvoir, comme consultant, passer encore un autre 6 mois. Je pense que c'est l'ego à ce moment-là qui prend un peu trop de place et je serais beaucoup mieux de m'orienter vers l'organisation. Qu'est-ce qui fait ma valeur pour les autres? C'est quoi mes émotions dominantes aussi quand je travaille, mes forces, mes expertises? Je suis tombé il y a quelques années sur, en fait, pour être beaucoup plus concret, j'étais dans une organisation de développement logiciel et puis l'organisation, on était une trentaine quand même, on avait une usine à côté de nous, donc en tout, ça faisait, si j'inclus l'usine et l'équipe de développement logiciel, à peu près 70 personnes, mais le syndicat arrive dans l'usine. Et évidemment, ils ont voulu que toute l'organisation soit syndiquée. On s'est retrouvé, donc une petite entreprise privée, à avoir une équipe de développement logiciel syndiquée. Puis là, je me suis dit, il faut que je trouve une solution avec l'équipe pour continuer à progresser comme il faut. Et puis, je suis tombé sur des approches d'intelligence positive que j'avais déjà commencé à apprivoiser dans les années, au début des années 2000. Mais après ça, je suis tombé sur ce livre-là et vous pourrez, quand vous aurez la présentation, cliquer sur le lien. Là, vous allez avoir toutes les références détaillées sur une approche intéressante, très concrète, qui va nous permettre de gérer notre ego. Une des manières très, très simples, c'est de s'émerveiller. Présentement, puis là, je nous ramène à notre première diapo tout à l'heure, qui est de vivre le moment présent. Le moment présent que je vis avec vous, il est merveilleux et je m'émerveille de vivre. Ce que je vois alentour de moi, c'est des arbres avec un petit peu de neige, des épinettes. C'est absolument magnifique. Pendant ce temps-là, je ne suis pas stressé de mal faire ma présentation. Donc, mon ego ne prend pas de place. Explorer. Lorsqu'on explore une nouvelle approche, pour m'amuser les soirs, je m'amuse à programmer. J'ai programmé en Rust dans les derniers mois, un langage qui devient la mode. Ça fait peut-être 5-6 ans que c'est apparu. Donc, j'ai été explorer. Pendant que je programmais en Rust, eh bien, je n'étais pas en train de me dire, ah oui, mais est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis correct? Est-ce que je fais bien ça? J'étais vraiment en train d'explorer. Mon cerveau était orienté à construire quelque chose. Créer. Je viens d'enchaîner justement mon cerveau orienté à créer. Lorsqu'on crée, on ne se préoccupe pas de notre image. Lorsqu'on crée de la valeur, lorsqu'on amène de la valeur à un individu qui vient nous consulter, on n'est pas en train de se préoccuper de notre image. Et finalement, on va amener la bienveillance. La bienveillance, évidemment, plus on va être bienveillant, moins notre ego va prendre de place.
Je vais y revenir à la bienveillance. Quelques éléments additionnels, la force du nous par rapport au je. À chaque fois que vous allez parler soit à votre organisation, à vos équipes ou à des individus, et que vous allez utiliser le je, faites bien attention. C'est peut-être un avertissement que c'est votre ego qui est en train de parler. À chaque fois que vous allez utiliser le nous, vous allez impliquer les gens alentour de vous. Une notion bien importante aussi, la notion d'élève et de maître. Donc, d'inverser les rôles est drôlement important. Dernièrement, je parlais avec un ancien collègue qui vient de perdre son emploi et qui est en train de se chercher un emploi. Puis je lui ai dit, regarde, j'ai vraiment envie d'apprendre qu'est-ce que c'est que de se chercher un emploi en télétravail. Donc, c'est important pour moi qu'on se reparle dans une semaine, dans 3 semaines, pour que tu m'enseignes comment on vit ce genre de choses-là. Donc, d'inverser le rôle d'élève et de maître est intéressant. Ça me fait penser aussi des belles expériences que j'ai vécues lorsque j'étais dans une firme de consultants en agilité, où est-ce que je me suis monté un petit réseau et puis ce qu'on faisait, c'était de temps en temps des lunchs d'auto-mentorat. C'est-à-dire qu'on allait luncher avec un autre coach agile où on était simplement 2 personnes à luncher ensemble et à discuter de notre réalité. Puis ça nous permettait de passer de rôle d'élève à maître très rapidement. Un ego qui prend trop de place aussi va nous enlever le droit à l'erreur. Bien reconnu, on le dit même dans les organisations, il faut avoir le droit à l'erreur. Si votre organisation a un ego énorme qui prend énormément de place, il faudrait qu'elle le réduise et qu'elle se donne le droit à l'erreur. Même chose pour une équipe aussi. Les équipes qui se trouvent absolument extraordinaires et qui ne font jamais d'erreur, c'est peut-être l'ego de l'équipe qui prend beaucoup trop de place. L'ego aussi va gaspiller votre énergie. Si vous êtes en interaction avec les gens, comme si présentement j'étais en interaction avec vous, puis que mon cerveau était en parallèle processing, puis qu'il se disait toujours, est-ce que je fais bien ça? Est-ce que tout est correct? Est-ce que tout est parfait? Je m'épuiserais beaucoup plus vite. Je gaspillerais de l'énergie. Puis je vous dirais que je sais très bien qu'après la présentation tout à l'heure, quand Nicolas va compléter tout ça avec moi et que je vais répondre à quelques questions, je vais sortir de là avec une bonne poussée d'adrénaline et je vais être heureux. Il va me rester encore beaucoup d'énergie parce qu'actuellement, je suis en train de générer de l'énergie avec vous. Un moyen important aussi, c'est que pour être accepté dans une équipe ou même par les personnes ou les organisations, on n'a pas besoin d'être admiré. Puis un des moyens assez faciles, c'est de faire attention pour ne pas être une menace. Si vous arrivez avec vos gros sabots d'experts ou que vous interrompez les gens qui prennent la parole parce que vous avez la vérité, vous allez avoir beaucoup de difficultés à vous intégrer à l'intérieur des équipes, des organisations et aussi avec les personnes. Petit résumé au niveau de l'ego. Donc, on a fini notre deuxième partie de la présentation. On a regardé comment est-ce qu'on pouvait faire un diagnostic avec notre ego. On a vu comment est-ce qu'on pouvait le gérer avec des notions de psychologie positive où est-ce qu'on va s'émerveiller devant un magnifique paysage, lorsqu'on va créer quelque chose, lorsqu'on va aller explorer de nouvelles choses ou qu'on va être bienveillant avec les gens, les équipes et les organisations qui nous entourent. Des questions à se poser toujours et je vous rappelle toujours au niveau de l'énergie. Petite phrase ici de là au-dessus qui est très importante, c'est que vos équipes, c'est elles qui vont finalement se développer et projeter votre succès. Vous pouvez être complètement effacé derrière le succès des équipes ou des personnes que vous coachez. La connexion, extrêmement important. J'ai eu la chance de voyager beaucoup dans certains de mes emplois dans ma carrière, puis je me retrouvais dans les aéroports, puis très souvent, je ramassais un petit livre dans la bibliothèque de l'aéroport. Ces fameux livres, je vous dirais, là, de management rapide ou de conseils rapides. Et ce livre-là, M. Maxwell en a vendu je vais lancer le chiffre des millions, puis je pense que je ne me trompe pas trop. OK? C'est-à-dire que c'est un auteur à succès, sauf que lorsque j'ai lu ce livre-là, je l'ai adoré parce qu'il va vraiment bien nous expliquer comment être connecté.
Actuellement, j'essaie d'être connecté avec une foule. Et dans le livre, il nous explique, il nous donne des trucs très concrets pour être connecté avec la foule. Vous essayez souvent, et je souhaite, moi, être connecté aussi avec mes équipes, ou même être connecté avec les individus. Il y a une grande différence entre communiquer et être connecté. On va la voir, on va regarder ça ensemble. Et être connecté, finalement, puis là, c'est intéressant, surtout en temps de pandémie, c'est créer un réel contact avec les gens. Pas seulement échanger de l'information avec les personnes. Une des manières d'être connecté avec les gens qui vous entourent, qui est toute simple, intéressez-vous à eux. Apprenez, par exemple, le nom de leurs enfants ou leurs jeux vidéo favoris, ou s'ils ont un chien et qu'ils adorent leur chien, ben, comment leur chien évolue. Soyez connectés avec vos équipes aussi. Ne faites pas juste leur communiquer de l'information ou recevoir de l'information à eux. Vivez avec eux des moments. Ils peuvent être dans une rencontre où ils vont faire une planification. Bien, soyez connectés avec eux pour aller vivre la planification avec eux. Les notions d'empathie et de bienveillance. J'ai réalisé en milieu de carrière, lorsque j'ai commencé à devenir coach, plus coach agile, que finalement, ça m'aidait à grandir et à évoluer. Petite référence aussi avec un philosophe moine, Mathieu Ricard, OK, qui nous dit qu'on se construit beaucoup en devenant empathique et en devenant bienveillant. Puis en fait, on l'est tous. C'est comme l'agilité dans les organisations. Pour moi, toutes les organisations sont agiles, mais elles doivent évoluer vers une plus grande agile. Puis nous, de la même façon, on est empathique et on est bienveillant, mais on peut le devenir encore mieux. Je me rappelle, chez Optel, une personne avec qui j'ai travaillé, et Étienne, je vais le nommer, pourquoi pas, qui a amené une notion vraiment intéressante où est-ce qu'il parlait, ça serait intéressant que l'organisation soit empathique avec nous, puis que nous, on soit empathique avec l'organisation. J'ai adoré ça. Je l'ai poussé un peu plus loin, puis je me suis dit, bien aussi, on pourrait avoir de la bienveillance bidirectionnelle. Donc, je peux être bienveillant vers mon organisation et m'attendre aussi à ce que mon organisation soit bienveillante envers moi. On pose ça dans les 3 dimensions dont je vous ai parlé au début, individu, équipe et organisation. Donc, pendant toute la rencontre, on s'est questionné sur notre propre chemin. C'est extrêmement important qu'on suive notre propre chemin. Ne suivez pas le chemin d'un gourou qui va vous endoctriner dans une façon de faire. Essayez aussi peut-être comme organisation, c'est quoi votre chemin comme organisation? C'est quoi votre chemin comme individu et évoluer dans ce chemin-là? Est-ce qu'on remercie assez? N'hésitez jamais de remercier. On s'est posé la question, qu'est-ce que c'était un coach agile exactement? Et en fait, c'est à vous de vous poser la question comme coach agile et de bien définir la notion de coach agile selon votre propre chemin. On a parlé beaucoup de l'ego en disant qu'il faut faire attention parce que lui va venir nous amener des données corrompues qui vont pouvoir influencer négativement toutes les réponses aux questions qu'on va se poser. Est-ce qu'on est bien connecté? Est-ce qu'on est bienveillant, empathique? Est-ce que tout ce qui précède, vous l'avez considéré selon les 3 dimensions dont je vous parlais, organisation, équipe et individu? Je ne m'attends pas à ce que dans la demi-heure qu'on passe ensemble, vous ayez tout fait ce cheminement. Cependant, je souhaite vous avoir lancé sur quelque chose qui va vous permettre de continuer à évoluer. Le plus beau cadeau qu'on peut se faire entre nous, c'est de se permettre de grandir, qu'on soit en interaction entre personnes ou avec des équipes ou même avec notre organisation. C'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Rappelons-nous dans nos questions, notre petite liste de questions, la fameuse dernière question. Qu'est-ce qui a été le plus utile pour vous dans la rencontre qu'on vient d'avoir présentement, vous et moi? Est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions pour trouver notre propre sentier d'évolution? Je vous laisse le droit et même je vous encourage à aller chercher d'autres questions et à continuer
toutes les questions qui ont été posées dans cette présentation-là. Ajoutez vos propres questions. Donc, en conclusion, je souhaite vraiment de tout cœur vous avoir aidé à grandir, à évoluer lors de cette rencontre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michael. Super intéressant. Donc, il nous reste une dizaine de minutes pour les questions. Donc, je vais remonter un petit peu dans le chat. Donc, une grande question qui c'est quelques mots, mais plusieurs minutes, j'imagine, de réponse. Donc, avez-vous une définition de l'équipe auto-organisée? Oui, bien sûr. Pour moi, l'équipe auto-organisée, c'est l'équipe dans laquelle tous les individus sont responsables de l'évolution de l'équipe, une évolution harmonieuse dans toute l'organisation. Je vais vous donner un exemple bien concret où est-ce qu'on demande à une équipe, bon, qui va pouvoir venir participer à l'Agile Tour? Parce que ce n'est pas tout le monde dans toute l'organisation. L'équipe elle-même va s'organiser en gérant ses propres règles ou son propre terrain de jeu pour prendre ce genre de décision-là. C'est bon, merci. Quel est le rôle d'un Scrum Master versus un coach, selon vous? Dans le rôle de Scrum Master, si on revient dans la définition Scrum, puis je vous dirais, j'ai suivi ma formation. Ah, puis là, c'est vraiment drôle parce que c'est mon ego qui a failli parler, mais je le laisse aller, ça va vous faire rire, j'espère. J'ai suivi ma formation de Scrum Master avec Ken Schraber. OK? Ça, c'est l'ego qui parle. Mais après ça, donc, Scrum, comme Scrum Master, j'ai travaillé aussi comme Scrum Master. Pour moi, un Scrum Master a aussi un rôle de coach qui est vraiment très important. Donc, il doit s'occuper de la bonne santé agile de son équipe. Puis ça inclut aussi tout l'aspect interaction avec l'organisation et interaction entre les individus, donc mes trois dimensions à moi. Donc, la notion de coach s'applique beaucoup au Scrum Master aussi. Lorsqu'on est coach consultant, on est souvent dans une posture de « je vais vous apprendre ceci », même quand on ne le souhaite pas. Ah, ça, c'était plus un commentaire. Mais c'est un très beau commentaire, puis je vais sauter dessus. Oui, vas-y. Parce qu'en fait, c'est que quand on est coach consultant, on a comme une carte de visite, puis on doit faire notre publicité. Puis ça, c'est un petit peu tannant. Je me rappelle à un moment donné où est-ce que je disais aux gens, ben, n'ayez pas peur de vous vendre. Puis là, les gens me disaient, oui, mais moi, quand j'ai grandi, ma mère, elle me disait, ben, tu n'as pas le droit là, de dire telle affaire, puis de dire que tu es bon, de dire que tu es extraordinaire, puis tout ça. Donc, cette notion-là, elle est très subtile, le jeu entre l'ego et la publicité. Si vous faites de la publicité avec votre, entre guillemets, carte d'affaires personnelle dans l'organisation, mais que c'est pour le bien de l'organisation, c'est-à-dire que l'organisation va être capable de venir ensuite publier dans vos talents, ça, c'est souhaitable. Mais si c'est juste votre ego qui ne fait que projeter une belle image, ça, ce n'est pas souhaitable. C'est un commentaire suivant ça qui va dans le même sens un peu. La reconnaissance de l'organisation est nécessaire pour l'ego. Une autre question. Comment amener les gens à accepter les questions plutôt que de donner des pistes de réflexion? On ressent souvent une frustration dans ce genre de situation. Il y a une notion au niveau des questions qui est importante, c'est le niveau de complexité de la question. Je vais caricaturer. Là, si la personne vient nous voir et elle nous dit bah, dans quel classeur je devrais mettre ce dossier, vous pouvez répondre. La réponse est toute simple. On s'entend? Donc, quand il y a des questions qui sont vraiment toutes simples et mineures et qui ne sont que des questions de procédure, on peut y aller, on donne la réponse. Mais dès qu'on tombe dans un niveau, je dirais, intermédiaire et un peu plus supérieur au niveau de l'évolution de l'interaction avec les personnes ou de faire grandir une personne, là, c'est vraiment pas recommandé de donner une réponse. La ligne n'est pas toujours facile à déterminer, j'imagine. Exactement, oui. Super intéressant. Je vous rejoins dans l'approche de la psychologie qui peut nous aider comme coach. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il n'y avait rien sur le chat officiellement. Est-ce que une centaine de personnes? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Il nous reste encore 5 minutes avec Michael. Ça me fait pas mal le tour. J'aime ça.
Un gros merci, Michael. Super intéressant. Même moi, Bienvenue, personnellement, merci. ça me rejoint beaucoup ta conférence, donc c'est super intéressant. Donc, à tous, je vous souhaite un bon dîner qui s'en vient aussi. Et puis, n'oubliez pas de venir nous rejoindre à 12h35 pour la suite du concours Instagram.